Alors bonsoir à tous. Mon nom est Dominique Desrosiers. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée littéraire qui est organisée autour du thème « La littérature contre la barbarie ». Je vous remercie infiniment de vous être déplacés ce soir pour assister à cette conversation qui s'inscrit aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc ce soir, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés. Les possibilités et les limites de la littérature contre la barbarie, la littérature contre l'exclusion, contre la marginalisation, contre le fanatisme, et ceci dans un contexte des attentats de Paris, des attentats de Copenhague, et donc c'est dans un contexte où on assiste à une certaine globalisation du sentiment d'insécurité. Et la soirée est aussi l'occasion d'échanger sur ces thèmes à l'aune du livre Métaspora de Joël Desrosiers. Des pistes de réflexion seront suscitées à travers ce thème, à travers ce livre qui présente la métaspora aussi comme une espérance contre un rempart aussi contre la barbarie. Et donc, en termes de déroulement, la soirée va justement commencer par une conférence de Joël Desrosiers qui va présenter donc son livre, Métaspora, essai sur les patries intimes. Suivra un tour de table des intervenantes qui chacune, à leur tour, vont pouvoir s'exprimer sur les thèmes qui vont occuper la soirée, sur le livre aussi de Joël Desrosiers. Et ensuite, il va y avoir un échange, une table ronde sur ces différents thèmes, sur les différents sujets qui vont être abordés. Et vers la fin, on va pouvoir avoir des questions de l'auditoire. Ça va être un peu plus dynamique. Il va y avoir une interaction, vous allez pouvoir participer. Et j'aimerais dire aussi qu'il va y avoir un vin d'honneur qui va être servi à la fin de la soirée avec une séance de dédicace. Et donc, avant de vous présenter les participants, j'aimerais remercier les partenaires culturels qui ont rendu la soirée possible. D'abord, les éditions Triptyque, le mois de l'histoire des Noirs, la Maison de la culture Côte-des-Neiges et l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de la ville de Montréal, et la MLA, Modern Language Association of America. Et donc, j'en profite pour souligner que cette association qui est créée en 1883, qui a 28 000 membres à travers une centaine de pays, a décerné au livre Métaspora le 30e Modern Language Association Prize for Independent Scholars 2014. Donc, c'est un prix qui a été décerné pour le livre Métaspora, écrit par Joël Desrosiers. Et donc, ce prix de cette institution américaine distingue depuis 30 ans une femme ou un homme de lettres indépendant dont l'œuvre aura contribué de façon éminente par sa qualité de pensée et son style aux lettres modernes. Et donc, c'est un accomplissement. C'est aussi la première fois que la MLA décerne une distinction à un livre rédigé en français. Et depuis peu, ce prix-là est décerné une fois tous les 2 ans. Alors voilà, sans plus tarder, j'aimerais commencer par présenter les participants. Stéphane Martelly, chercheuse en théorie et création littéraire, écrivaine et peintre. Stéphane Martelly poursuit une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les marginalités littéraires, ainsi que sur les limites de l'interprétation. Elle est notamment l'auteur d'un essai littéraire sur le poète Magloire Saint-Aud en 2001, Le sujet opaque. Bonsoir Stéphane. Mounia Belalil, bonsoir Mounia, est chercheur universitaire en francophonie et mondialisation, affiliée en tant que stagiaire au Centre Recherche Littérature de Voyage. Elle a été pendant plusieurs années chercheure aux universités McGill et de Montréal, où elle a notamment travaillé et publié sur les questions de l'orientalisme au Québec et dans les Caraïbes et sur les théories du post-colonial. Bonsoir. Sophia Koukoui, bonsoir Sophia, est psychologue et chercheuse en études transculturelles. Suite à une maîtrise en neurosciences du comportement à l'Université McGill, Sophia a effectué une maîtrise et un doctorat recherche-intervention en psychologie clinique culturelle. Sa recherche de doctorat menée en Côte d'Ivoire et au Canada a porté sur l'expérience phénoménologique des femmes excisées, autant pour les femmes vivant en Afrique que pour celles qui ont connu le processus d'immigration. Merci beaucoup d'être là. Et enfin, Joël Desrosiers, poète, essayiste et psychiatre. Joël Desrosiers a publié une douzaine de titres. Son œuvre a reçu plusieurs honneurs. En 90, Tribu se hissait au rang des finalistes pour le prix littéraire du gouvernement général. En 97, Joël reçoit le prix de la Société des écrivains canadiens pour théorie caraïbe. Et en 99, Vétiver était couronné du prix du Festival international de poésie du Grand Livre de Montréal. En 2011, Joël reçoit le prix du Québec Athanas David pour la qualité exceptionnelle de son œuvre.
Alors, Joël, bonsoir. Alors merci à tous, merci Dominique pour cette présentation, j'allais dire très amicale, mais très filiale. Et je suis très heureux d'être entouré de femmes savantes, on dirait un harem de PhD diva, hein, c'est comme ça que je les appelle, des PhD. Ce sont toutes des femmes remarquables par leur travail, par leur intelligence et leur acuité des conflits et des problèmes dans le monde contemporain. Merci beaucoup d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Alors je voudrais vous parler de la diaspora, la métaspora, la littérature contre la barbarie. Donc ce sera quelques idées que j'ai mises sur papier. Et pendant que je parlerai de temps en temps, il y aura des illustrations ou encore des textes à l'écran qui ne correspondent pas toujours à mon propos. C'est fait pour ça. Alors, Métaspora, cet essai, j'ai tenté de l'inscrire dans une filiation de pensée. C'est-à-dire une filiation qui autorise la littérature à son devoir de poème, c'est-à-dire d'acte de résistance contre les idées reçues et de contre-pouvoir face aux idéologies de l'identité. Le XXe siècle fut celui de l'indigénisme haïtien, 1915-1957, puis de la négritude, 1935-1970, suivi par des mouvements de l'antillanité, 1957-1981, et de la créolité, 1989-2000, mouvements qui ferment le siècle. Le dernier courant, la créolité, apparaît en même temps que celui des écritures migrantes, déconstruction de l'altérité, qui marquera les institutions littéraires au Canada, au Québec et ailleurs dans le monde. Hanté par la puissance destructrice de la démesure, le XXe siècle fut aussi celui des génocides, des guerres mondiales, des révolutions et des dictatures tropicales, pernicieuses, scabreuses et indécentes. En ce début du XXIe siècle, qui annonce le déclin de l'Occident d'ici quelques années, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Global Trends ou Alternative Worlds, ou voire même la CIA, c'est à une réassignation de l'inépuisable chaos du monde que j'ai tenté de faire. D'abord par la poésie. Cette poésie qui embrasse des espaces, le titre des recueils le suscite, savane, vétiver, gaillac, tribu, les longs fleuves immaculés vus d'avion jusqu'aux plus minuscules cailles. L'écriture témoigne alors d'une filiation spirituelle et sensorielle dont la prégnance est éprouvée grâce à la richesse olfactive du vétiver ou à la noblesse rythmique du gaillac. Dans le dernier essai, Métaspora, paru à la suite de Théorie Caraïbe, qui est paru lui en 1996, j'ai tenté d'être un petit peu plus ambitieux. Théorie Caraïbe essayait de penser la condition et la fiction haïtienne à la grandeur de son américanité, disait Pierre Neveu. J'ai tenté cette fois-ci de prendre de nouveaux points d'appui sensibles sur les brisures et les strates de l'histoire. Je les croise avec des archives familiales. Je véhicule mes idées au tournant des arts contemporains, Wangechi Mutu par exemple, que vous voyez à l'écran. Ou encore, je les illustre sous le panthéon des écrivains que j'admire, Lautréamont, Borges, Saint John Perse, tous trois créoles à l'enfance déracinée. Si le mode de pensée procède par substitution de culture, c'est que je suis convaincu de leur compénétration sous laquelle je place mon espérance. Par glissement, retouche, détour, je converge au plus loin sur les voies diverses du cinéma, de la photographie, de la peinture et de la musique, au point de recel du sujet, là où s'anime la vérité libératrice de la parole,
mais une parole qui n'aurait pas de source. Métaspora, c'est donc l'idée de lire le monde au travers d'une allégorie végétale, celle de la spore. De dire le monde au travers d'une condition, celle de la dispersion des hommes dans le monde. Méta est le préfixe au-delà qui signe le devenir de la diaspora, c'est-à-dire la transforme en un imaginaire. La métasphora, cette métafigure du discours, est après, au-dessus, mais aussi avec le poème. Contre la violence intrinsèque qui éloigne des hommes, je pose la nécessité d'établir les conditions pour empêcher la conscience humaine d'être idolâtre, devenue inhospitalière et hostile, de percevoir la présence de l'autre comme un barbare, d'être attentif à son visage. Quand la haine de l'autre fait une réapparition aussi spectaculaire que nauséabonde, l'obligation de respecter la diversité des cultures n'a pas besoin d'autres fondements. J'ai retrouvé dans Mallarmé cette expression qui m'a beaucoup frappé et inspiré, le sol natal étranger. Les technologies de communication de plus en plus efficaces, les interactions culturelles de plus en plus instantanées, empêchent toute élaboration de l'absence. Or, l'absence est l'une des conditions essentielles de l'art et de la littérature. La perte d'une culture, d'un pays, d'une identité devient, par voie de conséquence, impossible à supporter, comme s'il s'agissait d'un endeuillement interminable. Tout est immédiatement présentifié. Les nostalgies politiques intenses et dramatiques, l'ethnicisation des nations, la djihadisation des conflits politiques accompagnent l'émergence de grandes communautés virtuelles disséminées, perçues comme une menace à la nation. Mais en même temps, ces mêmes outils électroniques vont procurer au gouvernement une capacité accrue de surveiller leurs propres citoyens, de leur enlever leurs droits civiques, par exemple, ou de les dénationaliser, comme le sont les dominicains d'origine haïtienne, victimes de la violence d'une loi scélérate qui retire sous leurs pieds leur sol natal étranger. Ces tensions entre citoyens, devenus des ennemis intérieurs, et leur gouvernement, peuvent déboucher sur des conflits post-politiques ou post-démocratiques, si bien qu'en diverses régions du monde, les voyous, pour utiliser une expression chère à Mounia Benalil, qui avait organisé un colloque sur le thème des voyous démocratiques, les voyous sortent dans la rue, se retournent contre le monopole de la violence et s'organisent là où échouent les États faillis. Les conséquences de la globalisation ne sont ni uniformes ni homogènes. La globalisation de la culture, basée sur une logique de pouvoir et de profit, n'a pas éliminé la nécessité de repenser les identités en des termes locaux, plus étroits, plus exigus, plus intimes. Partout, ce processus d'homogénéisation, dont les indigènes font les frais, sécrète d'ultime résistance. Alors que dans le monde contemporain globalisé, la question des frontières, des migrations massives, Rimbaud disait des migrations plus énormes que les anciennes invasions, les invasions barbares donc. Ces migrations massives se posent avec acuité. La notion de diaspora est devenue problématique, voire même floue, dangereuse, car elle ne définit plus les bouleversements de ce début du XXIe siècle dans l'espace transnational. La diaspora, qu'est-ce qu'elle est? D'où vient ce terme? Et on va essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond, puisque l'un des thèmes de cette soirée, c'est de la diaspora à la métaspora. Depuis une vingtaine d'années, à une échelle qui s'apparente de plus en plus à celle de la planète,
le mot diaspora, apparu au cours de l'Antiquité, est devenu un terme très contemporain, capable de décrire des phénomènes nouveaux, à savoir la capacité de certaines populations, à l'ère dite de la globalisation, de former une communauté, une unité, en dépit de la dispersion spatiale de leurs membres, par la conservation de liens, de traits culturels ou religieux, par la référence unifiante à une terre ou à un territoire, qu'il s'agisse ou non d'un État réel ou affondé. Entrer dans les langues vernaculaires européennes, à partir d'un usage religieux biblique qu'il associe à une dispersion, voire à un châtiment, le mot diaspora sera accolé à de nombreux qualitatifs. Diaspora noire, américaine, africaine, arménienne, diaspora russe, par exemple les immigrants russes en Israël, diaspora mexicaine, les immigrants mexicains dans tout le sud des États-Unis et notamment au Québec, la diaspora indienne, chinoise, palestinienne et haïtienne. La liste, en fait, pourrait s'allonger à l'infini. Quand il apparaît au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, au cœur de la traduction en grec du texte sacré de la religion hébraïque faite en Égypte par la première équipe internationale de 72 traducteurs juifs, qui travaillèrent pendant 72 jours à la demande d'un pharaon grec, Ptolémée, dit Philadelphe, car il avait épousé sa propre sœur. Le texte grec connu apparaît alors sous le nom de Bible des Septante, ou encore Septante, dans lequel ce néologisme particulier devient un nom commun, dont l'usage ultérieur est rare et strictement limité au peuple hébreu. Par la suite, d'autres types d'usages émergent, des connotations purement linguistiques, puis appartenant aux sciences sociales, politiques, économiques, dont l'extension académique a conduit à la création de chaires d'études appelées Diaspora Studies dans les universités américaines et ailleurs dans le monde. Dans son usage contemporain, diaspora collait parfaitement au monde actuel. Débarrassé de sa charge négative lourde de malheur, de persécution et de punition, essentiellement liée à l'histoire du peuple juif, le mot s'est parfaitement adapté aux transformations du rapport à la distance en raison de la quasi-disparition du facteur temps dans la relation à l'espace. La possibilité technique d'une proximité entre ceux qui se ressemblent, sur quelque fondement que ce soit, religieux, national, ethnique, culturel, permet l'émergence de liens non territorialisés dont la multiplication en réseau permet une vision de la réalité planétaire ou d'une partie de cette réalité. D'où la diaspora a précédé le monde global. Qu'il soit un mot commun, un concept scientifique, construit ou un mot d'ordre, donnant sens à une réalité collective, diaspora est actuel. Il s'agit de comprendre ce qui se joue dans la contemporanéité d'un terme ancien et comment fut rendu possible entre le mot diaspora, l'idée, la possibilité de maintenir, de fonder une identité par-delà la distance et la discontinuité du territoire, et le monde actuel pour former un cadre susceptible d'être appliqué à une quasi-infinité de situations. Pourtant, la diaspora ne m'a pas plu. La diaspora suppose la certitude d'un centre, d'une origine perdue, sacralisée, d'un châtiment appliqué à ceux qui sont partis. Pourtant, avertit Rimbaud, on ne part pas. D'un mauvais sens, vous vous rappelez de ce poème. Pour souligner le paradoxe de la violence qui leur est faite, Spinoza croyait que, je cite, « la haine des nations est propre à assurer la conservation des Juifs ». Si les Juifs, nation dispersée mais unis par la croyance en un seul Dieu, ne formant plus pendant longtemps un État, ont eu pour construire la modernité un livre, la Torah, une même origine, la terre de Canaan, et une capitale, Jérusalem, les captifs africains en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie et ailleurs dans le monde, n'avaient, eux, aucun de ces attributs
pour apporter leur quote-part à l'édification de la culture, sinon qu'une absence. Les déportés africains ne disposaient ni d'écriture, ni de capital. En toute rigueur, le terme diaspora ne s'applique qu'avec maladresse aux afro-descendants. Parce que, comme l'avait écrit W.E.B. Du Bois, les nègres n'ont pas de sillon. La principale originalité du succès contemporain de diaspora réside dans la coexistence de deux acceptions principales, plus ou moins antagonistes d'ailleurs. L'une dite centrée, ou encore moderne, envisageant la diaspora sous l'angle de la continuité obligatoirement liée à un territoire, souvent celui d'un État, et privilégiant le rêve du retour au pays natal. Par exemple, Netanyahou, le Premier ministre israélien, ces derniers temps, demande aux Juifs d'Europe de rentrer en Israël. Poutine, c'est pas pareil. Poutine, et c'est pas non plus ragoûtant, demande envahit des territoires où des Russes diasporisés, la Crimée, l'Ukraine de l'Est, bientôt les pays baltes, etc., pratiquent à la fois la culture et la langue russe, mais aussi d'autres cultures. Dans la vision centrée de la diaspora, ces populations appartiennent à l'État, voire à la nation russe, comme les Juifs diasporisés dans le monde sont des non-citoyens de l'État d'Israël, mais appartiennent à l'État d'Israël. Cette idée du retour au pays natal, elle n'est pas nouvelle en réalité. Vous vous rappelez de Marcus Garvey, cet homme politique jamaïcain d'origine, et qui avait monté l'idée d'une, je me rappelle bien, ça s'appelait le Black Star Line, c'est-à-dire une compagnie maritime dont le but était de transporter les Noirs américains, de les retourner en Afrique. Donc cette question du retour au pays natal, mais finalement Marcus Garvey a dû retourner dans sa Jamaïque natale après 2 ans de prison aux États-Unis. Ou l'autre version, dite décentrée, que j'appelle postmoderne, envisage la diaspora sous un autre angle, celui de la discontinuité et de l'hybridation, plus culturelle que politique, où la référence à une origine est toujours une recréation, une réinvention, et non la trace d'une essence ou d'une identité fixe. Or, la mise en place de ces deux acceptions s'appuie sur l'expérience historique de 2 populations distinctes. Le peuple juif pour la première, le peuple noir pour la seconde. La première retient l'histoire longue du terme et de ses usages. Dans le domaine religieux, depuis la traduction en grec du texte sacré, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, jusqu'à sa progressive sécularisation, puis sa mise en concept au cours du XXe siècle. La seconde, la décentrée, s'attache à montrer les liens existants depuis le XVIe siècle entre l'expérience juive et l'expérience noire de la dispersion, liens articulés autour du texte biblique, mais aussi autour des mêmes présents de discrimination et de persécution. C'est sur ce fond associatif que se développent, guère avant le milieu du XXe siècle, les premiers usages des expressions diaspora noire ou diaspora africaine. Je dirais même que c'est sur cet appui symbolique que des populations noires se sont fondées sur l'expérience historique des Juifs qui vont leur fournir la première trame de leur identification en tant que diaspora sur un modèle identique à celui de la diaspora juive, avant que n'apparaisse à partir des années 70 une autre modalité de la diaspora noire, culturelle et décentrée. Dans notre époque tourmentée, quelles peuvent être les images et les représentations de l'origine? Car l'énigme aujourd'hui n'est plus de se demander qui suis-je, mais où suis-je? Ou mieux encore, qui m'habite? Si l'exil a été longtemps contrainte et fuite, peut-il être à la fois désir de tout voir et mélancolie de tout perdre?
Pour prendre en charge le non-sens absolu de l'exil, je l'avais écrit en 1987 déjà, EX-il, avec un accent circonflexe. Rupture traumatique que je symbolisais par ce jeu d'écriture, et j'avais inventé le concept de métaspora en 1995 dans une première lettre, avant même d'avoir écrit ce livre, dont j'extrayais une poétique d'odeur, de son et d'égarement. Mon ambition se déployait tout au long d'une écriture qui se voulait amoureuse du monde et encore plus éprise du langage. Je voulais porter une attention extrême à la précarité des identités et au risque que tout sol natal était étranger et qu'il puisse à tout moment se dérober sous nos pieds. Je plaidais pour la fabrique de patries intimes, secrètes et voluptueuses, sorte de sanctuaire frémissant de la puissance de l'art et de la littérature, anti-origine, impalpable, placée en soi, et qu'aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut interdire. Désormais, chacun fera le choix de ses cultures et de ses passions dans une totale liberté d'improvisation. Lieux, visages, objets qui disparaissent dans l'oubli à la fin de chaque vie comme s'ils ne possédaient aucune mémoire, sont les traces désuètes et éthérées du voyage, parfois immobiles, comme le laisse entendre Robert Louis Stevenson. Je cite, « Nulle terre est étrangère, seul le voyageur est étranger ». Si l'on estime être capable de créer un nouveau concept, c'est la fonction créatrice de la littérature, il faut écrire le livre alors. C'est Gilles Deleuze qui dit cette citation. En fait, elle est le point de départ de Métaspora. Libérer les identités des définitions qu'elles dépassent largement. Je suis un croyant dans l'art du langage, qui offre au lecteur, n'importe qui, n'importe où, la possibilité de permutations infinies selon la formule consacrée de Flaubert. Et toutes les lettres sont comme les autres lettres de toute autre phrase. Métaspora s'ouvre sur une captation d'héritage. Ce fut l'occasion pour moi de dire de moi, de répandre le doute sur la question de l'origine, de la liéger dans une mer démangée par les lamentations funèbres. Le portrait de mon aïeul, le général Alix Olivier, en uniforme d'apparat, pris à Paris en 1877 par le célèbre photographe français Alphonse Liébert, m'autorise à une méditation initiatique sur le destin d'un homme en proie au deuil de sa femme, une jeune blanche, créole, morte en couche, et qui lui laissa un fils, Joseph Olivier, mon grand-père. La naissance d'une nation, Haïti, couplée à celle d'un art moderne, la photographie, s'exalte au moyen d'une écriture jamais trop éloignée de la poésie, ensauvagée peut-être, qui cherche à rescaper les traces toujours évanescentes de l'expérience humaine. Voilà où commence la métaspora, dans un beau passage de noms de lieux. J'évoque la presqu'île du Sud, évoquée sans nostalgie, comme si je conjuguais la fidélité des lieux à la douleur d'une prière. La destinée de la métaspora est enchâssée dans des matrices philosophiques, car je n'ai pas travaillé seul. Je me suis entouré. Matrices philosophiques en attendant d'être révélées et qui seraient en quelque sorte le véritable projet, le fil par lequel tous ces appels se répondent. La phénoménologie d'Edmond Husserl, les thèses de Heidegger sur l'errance. J'ai essayé d'ouvrir des traverses vers des pensées de l'archive de Derrida, quand Derrida évoque cette question que bientôt nous ne pourrons plus rien oublier. Toutes les archives seront disponibles.
les questions du devenir élaborées par Deleuze, à partir d'une relecture de Nietzsche. Quant à l'esthétique politique de Jacques Rancière, elle m'a servi d'enjeu pour analyser la musique et la candidature présidentielle d'une rockstar, Wyclef Jean, qui a voulu être président de son pays. Haïti a failli ainsi être une première hip-hop nation. L'enjeu est de sortir de l'histoire postcoloniale, d'en faire une fabrique intime, subjective, de s'éloigner de tout territoire, de se maintenir sur la limite, condition essentielle pour que le sujet égaré aille au rebours de la blessure sacrée et surmonte l'effondrement mélancolique et les séductions de la sauvagerie. C'est par un jeu de détournement que ce concept m'est arrivé, la métaspora, à partir d'un enchevêtrement de lectures, à travers des siècles aussi, des sensibilités, des espaces. J'en ai prélevé des fragments. Et j'ai pratiqué un art de la citation, à la manière de Borges. Et cette érudition, bien sûr, a ses limites et ses vanités. Borges m'a conduit d'étonnement en étonnement et en découverte littéraire. Je me suis retrouvé dans Baudelaire, avec son image ressassée des cocotiers absents. À Kafka, rêvant de la fenêtre de son bureau à Prague au champ de canne à sucre et au cimetière musulman. J'ai trouvé ça dans Kafka. C'est à Borges que j'ai emprunté l'expression « les patries intimes ». Ce bel oxymore, réminiscence intertextuelle, se retrouve aussi sous la plume d'Aimé Césaire, inversé dans un poème en intime patrie. Chez Camus, j'ai trouvé la question du sol natal étranger. Je vais vous lire un peu ce shibboleth camusien qui se retrouve inséré dans l'étranger. Entre ma paillasse et la planche du lit, j'avais trouvé en effet un vieux morceau de journal, presque collé à l'étoffe, jauni et transparent. C'est Meursault qui est en prison et qui raconte ce passage. Il relatait un fait divers dont le début manquait, mais avait dû se passer en Tchécoslovaquie. Un homme était parti d'un village tchèque pour faire fortune. Au bout de 25 ans, riche, il était revenu avec une femme et un enfant. Sa mère tenait un hôtel avec sa sœur dans son village natal. Pour les surprendre, il avait laissé sa femme et son enfant dans un autre établissement. Était allé chez sa mère, qu'il n'avait pas reconnue quand il était entré. Par plaisanterie, il avait eu l'idée de prendre une chambre. Il avait montré son argent. Dans la nuit, sa mère et sa sœur l'avaient assassiné à coups de marteau pour le voler et avaient jeté son corps dans la rivière. Le matin, la femme était venue, avait révélé sans le savoir l'identité du voyageur. La mère s'était pendue. La sœur s'était jetée dans un puits. J'ai dû lire cette histoire des milliers de fois. D'un côté, elle était invraisemblable. D'un autre, elle était naturelle. De toute façon, je trouvais que le voyageur l'avait un peu mérité et qu'il ne faut jamais jouer. Voilà les risques du retour au pays natal. Et Césaire nous en parle dans sa poésie dans le Calendrier lagunaire, où il est question j'habite de temps en temps une de mes plaies, chaque minute je change d'appartement et toute paix m'effraie. Tourbillon de feu, assidie comme nul autre pour poussière de mondes égarés, j'habite donc une vaste pensée. Voilà un peu comment j'ai pu construire cette idée en m'inspirant de différents écrivains. La deuxième partie de ma pensée, elle fut orale.
Ce fut une parole vivante, celle que la littérature a perdue au profit de la psychanalyse, mais que la poésie garde toujours. J'ai entretenu avec différents interlocuteurs et littérateurs, des chercheurs, des chercheuses en l'occurrence, des dialogues. Et ces dialogues tiennent leur force d'un pouvoir oral des mots, pendant qu'on observe à vif des pratiques d'élaboration de ces idées. Mes enthousiasmes pour les rapports entre médecine, littérature et cinéma, mes réserves quant aux écritures migrantes, mes passions pour l'architecture et l'art contemporain. Enfin, j'ai tenté de faire de cet essai un essai sur des essais, c'est-à-dire à réfléchir sur les essais de Jean Price-Mars, Ainsi parla l'oncle, ou encore celui plus récent de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, Voyage en France. Les deux ouvrages se répondent par la passion des lieux et la critique de l'ethnocentrisme occidental. Et puis, j'aime beaucoup Marie Ndiaye. Alors j'ai trouvé que Rosie Carpe était son plus beau livre. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on appelle une désespérée, une petite française, une française moyenne, comme on dit, et qui s'était métasporisée en Guadeloupe. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, comment Marie Ndiaye pouvait s'emparer de la Guadeloupe et s'emparer de la destinée de cette Française, Rosie Carpe, un très beau livre. Je me suis aussi intéressé à La vie sans phare de Maryse Condé. Alors ça, c'est l'inverse. Maryse Condé, guadeloupéenne, qui s'empare de l'Afrique. Et cette impermanence des paysages se croise de façon asymétrique. Le destin de deux femmes, de deux héroïnes, l'une française, white trash comme on dit, exilée en Guadeloupe, l'autre guadeloupéenne, égarée en France, puis sur la côte ouest de l'Afrique. J'ai aimé ces symétries et ces croisements, ces chiasmes. Le fil rouge de l'écriture interdisciplinaire a permis que je travaille le livre comme une vraie performance, en m'inspirant des arts visuels, du cinéma, des esthétiques exogènes à la médecine, par exemple. Enfin, l'illumination de la littérature m'est venue par d'autres disciplines, c'est ce qui explique la présence de mes collègues à côté de moi, notamment une étude consacrée à la résurgence de l'orientalisme d'Edward Said, Orientalism. Comment j'ai trouvé chez la plasticienne américaine d'origine kenyane, Rwangeshi Mutu, un retour comme ça au voile de façon détournée. C'est la première image que je vous ai montrée au début. Et puis, la poésie de Wyclef Jean, la poésie urbaine de Lauryn Hill. Le Wyclef Jean, non seulement c'est un chanteur hip-hop et un candidat à la présidence, mais c'est aussi un poète, parce qu'il écrit. Et il a également écrit un livre. Et mon attention s'est donc fixée sur les études sur l'oralité du rap comme poésie urbaine et la portée des réflexions sur la politique et l'esthétique. Et finalement, je me suis rendu compte que la métaspora pouvait être aussi un refuge. Et puis, pour terminer, la question que nous allons aborder, c'est la question de peut-on encore écrire un poème après Auschwitz? La question de la barbarie. Théodore Adorno avait qualifié la poésie d'indécente ou d'impuissante si elle continuait à vouloir se dire ou à s'écrire après la violence et la barbarie. Heureusement, personne ne l'a écouté. Les poètes ont continué à écrire. Autrement, peut-être. Qu'en est-il du poète quand il cherche à prendre revanche sur ce temps de violence dans un effort délibéré pour résoudre la contradiction, d'être loin des yeux et près du cœur?
c'est que toute prose a tendance à se dissoudre par la lecture, car le lecteur oublie au fur et à mesure les phrases qu'il vient de lire. Les figures éphémères dont on se rappelle à peine, les événements, les émotions subissent l'ultime offense du temps qui passe. Peut-être qu'après tout, je ne me suis pas intéressé seulement à sauver de l'oubli les œuvres méconnues. Peut-être j'aimerais davantage ces œuvres lorsqu'elles auront disparu, comme s'évaporent les parfums, laissant dans leur sillage le résumé d'un moment, d'une histoire, d'un sentiment fugitif, d'un éclat de mémoire ou d'un désir à venir. Mes réflexions, je les ai soumises à des intuitions, à des dérives, voire même à des ovations. Et j'ai choisi l'égarement comme identité. La relation au monde n'est pas réductible à un ensemble de théories identitaires. Ces visions, je voudrais les partager avec vous, qui sont à la fois des visions de poètes qui s'appliquent à tirer les leçons intellectuelles et morales d'une expérience de la pluralité décentrée, en tant que témoignage. Métaspora et les patries intimes, je dois ce livre aux sujets qui m'ont confié leur intimité dans une pratique psychanalytique. L'œuvre est donc délibérément réécrite, réinterprétée subjectivement. Ce sont ces instances qui conspirent à ma prose et à ma prescience. Je suis un poète qui pense en poète, c'est-à-dire librement pour moi-même et pour toute liberté sur terre. Or voici la vérité, l'écarlate vérité, les patries intimes où nous veillons sur elles, ou bien elles s'évanouissent en nous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci infiniment, Joël. Merci. On va continuer cette discussion en commençant le tour de table. Joël, j'ai envie de revenir un peu à la genèse de ce que tu avais expliqué à propos de la métaspora, dans la mesure où tu avais extrait de la métaspora une poétique d'égarement, une poétique du son, une poétique des odeurs. Et je pense que ça trouve écho un peu dans le propos de Stéphane Martelly, où elle a parlé de poétique de l'écriture. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer à nous parler un peu. Ah, tu veux commenter? Ben, c'est comme tu veux, il n'y a pas de problème. OK. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es prête, Mounia? D'accord, ben, on peut... Alors, on va commencer avec Mounia. On va commencer avec Mounia, qui a lancé une question qui a été évoquée aussi par Joël, qui est très intéressante. Le rapport entre le savoir, le rapport entre la barbarie, et une question qui est vraiment très importante. Quel est le rapport à la connaissance des barbares? Les barbares savent-ils lire? Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là parmi vous et de revoir Joël, que je n'ai pas vu depuis une belle lurette. Alors, ce qui m'a frappée en tant que lectrice assidue du travail de Joël Desrosiers et plus particulièrement de son dernier ouvrage Métaspora est bien sûr l'énigmatique dénomination Métaspora, dont je ne saisissais pas très bien le sens, mais qui me fascinait. J'explique cette fascination par l'usage que fait l'écrivain du préfixe bisyllabique méta, dont la charge, plus que symbolique, revêt une importance cruciale pour comprendre le phénomène de barbarie qui nous réunit aujourd'hui. Souvent utilisé dans le vocabulaire scientifique, comme le précise le dictionnaire, pour indiquer l'autoréférence ou la réflexion, comme il est le cas dans métalangage, ou pour désigner un niveau d'abstraction supérieur, comme dans métaphysique, méta est le préfixe par excellence qui équivaut au sens de profond, de grand ou de transcendant. Le passage donc du préfixe dia, qui indique un processus ou une traversée dans diaspora,
au préfixe méta dans métaspora, nous situe dans la recherche d'un dépassement. Dépassement d'une relation au monde, aux espaces, aux choses et aux êtres qui ne soit pas réductible à un ensemble de théories identitaires, comme disait Joël. Et pourtant, cette réflexion sur la charge sémantique de ce préfixe se complexifie lorsqu'on constate que c'est aussi au nom d'une certaine divinisation du monde, d'un certain méta, compris comme désir, pour ne pas dire délire pur d'une identité meurtrière et hégémonique, que des conflits civilisationnels opposent aujourd'hui les pays occidentaux et le reste du monde. Le choc des civilisations, écrit Todorov dans La peur des barbares, au-delà du choc des civilisations, ce seraient les démocraties occidentales d'un côté, l'islam de l'autre. Deux mondes figés dans leurs différences historiques, culturelles, religieuses, et de ce fait voués au conflit. Face à la menace, plus de place pour le dialogue ou pour le mélange, et pas d'autre alternative que la fermeté. Voilà la guerre. Fin de citation. Si la barbarie est une négation de la civilisation, en quoi le livre de Desrosiers se propose-t-il comme affirmation de la civilisation ? L'ambition de Métaspora est de faire l'éloge du savoir qui préserve de la barbarie. Tel est selon moi le message profond de ce livre. L'invention et l'ancrage historique et culturel du concept de métaspora, qui répond à un dépassement du concept de diaspora, permet de comprendre comment, dans un état du monde en crise, la façon dont nos sociétés pensent leurs conditions spatio-temporelles s'inscrit à même l'invention de nouveaux concepts, du moment où le propre du concept réside dans sa capacité à transformer l'échelle des questions entourant l'évolution du champ théorique par de nouvelles prises en charge des phénomènes induits par la mondialisation. Métaspora foisonne de références au domaine du cinéma, de la musique et des arts visuels que l'écrivain connaît dans leur moindre inflexion. C'est un babel vertigineux de titres, de références et de sources d'inspiration auxquels nous sommes conviés pour comprendre le sens en devenir de la dynamique métasporique de l'écriture, c'est-à-dire qui s'invente et s'improvise dans un rapport non pas de nostalgie des lieux évoqués, mais avec la conscience exquise que possède l'écrivain de sa dignité d'étranger souffrant, écrit Desrosiers. L'énergie de la plume borgesienne de Desrosiers cherche l'accomplissement du beau par le biais d'un effacement de toute unicité de la référence. Les références au pluriel fonctionnent donc comme un rempart contre toute activité herméneutique qui se figerait dans le temps ou l'espace. Justement, la radicalité des idéologies émerge d'une interprétation non historiciste du savoir et d'un rapport doxique au livre, à une compréhension limitrophe de celui-ci, laquelle évacue la dimension du sens en devenir, c'est-à-dire indéterminé, inachevé, toujours réinventé. Les croyances doxiques, explique Marc Angenoux dans son ouvrage « D'où venons-nous, où allons-nous, la décomposition de l'idée du progrès », ont une tendance à l'inertie. En ce sens, tout ce que présuppose l'individu doxique est formé de préjugés. Toutes ces notions sont des prénotions, ces schémas sont des préconstruits, ils sont des cadres fixes qui encadrent le nouveau avec des opérations mentales familières. On lui oppose une raison active, non précontrainte, libre de ses démarches et libre de s'éloigner des sentiers battus. C'est ce que dit le préfixe para dans paradoxe, à côté de. Et là, j'aurais envie de dire, peut-on envisager une paraspora ? La métaspora se présente comme une réflexion plus élevée sur le concept de diaspora, idéaliste, romantique et nostalgique selon l'écrivain, contrairement à celui de métaspora qui cherche à rendre le devenir présent. Une démarche comparable au dépassement proposé par Glissant de la totalité suffisante du monde et son remplaçant par le tout-monde, c'est-à-dire le passage de la constatation de la multiplicité du réel à son intériorisation pour être disponible à la diversité. Dans le siège de ces idées se pose la question épineuse du rapport des barbares au savoir. Que lisent les barbares ? Et au nom de quel méta ? L'éditorial du 16 janvier du Monde des Livres a consacré tout un dossier à cette question suite aux événements de Charlie Hebdo qui ont secoué la France et la communauté internationale et qui ont rappelé le traumatisme du 11 septembre 2001, lequel a généré, comme on le sait, un type de littérature et de cinéma où la figure du barbare, aussi appelé voyou ou fou d'Allah, se dresse en terroriste. Des écrivains issus du monde arabe, comme Salim Bachi dans Tuez-les tous, Yasmina Khadra dans L'attentat aux les sirènes de Bagdad, des écrivains occidentaux aussi, comme Katiba de Ruffin, Jean-Claude Ruffin,
On représentait cette figure renouvelant ainsi les débats académiques sur la vraisemblance dans le roman contemporain, sur la vérité dans la fiction et sur les frontières entre le récit et le réel. Ces romans et d'autres ont autopsié la figure du kamikaze d'Allah en tant que zombie, personnage ténébreux, guidé par des convictions inébranlables. La zombification est liée à l'ignorance. Et cette dimension revient dans les dernières pages de Métaspora, en lien avec la figure du tonton Macoute, forme moderne du zombificateur, écrit Desrosiers, mais aussi la zombification collective des Haïtiens depuis l'esclavage, qui s'est poursuivie par les maîtres noirs, des hommes devenus des surhommes par les sortilèges du pouvoir. Si cette représentation littéraire pose avec force l'engagement inhérent de ce type de littérature à dénoncer la barbarie humaine, elle pointe au dialogue de sourds et à la phobie qui s'installe dans les sociétés modernes devant le spectre grandissant de la barbarie, amplifié par l'effet des médias qui saturent d'une manière feuilletonesque les événements barbares sur nos écrans. Et pourtant, l'engagement de certains écrivains contemporains à dénoncer la barbarie par l'intégration et la romanisation fantastique de l'événement barbare ne semble pas servir la mission civilisationnelle. Je pense au dernier roman de Houellebecq, Soumission, un roman de politique fiction où l'écrivain imagine une France de lumière dissoute et islamisée après les élections présidentielles de Mohamed Ben Abbès, un personnage fictif et chef du parti de la fraternité musulmane qui a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen et le Front National. La banalisation de l'islamophobie dans ce roman exerce une violence épistémique propre au discours orientaliste et systématise une pensée qui s'appuie sur un mythe dangereux, celui d'Eurabia ou de l'invasion arabo-musulmane de l'Occident. Et là, je vais citer Milan Kundera dans Les Testaments trahis, qui écrit ceci. La production romanesque d'aujourd'hui est faite de romans hors de l'histoire du roman. Confessions romancées, reportages romancés, règlements de comptes romancés, autobiographies romancées, indiscrétions romancées, dénonciations romancées, leçons politiques romancées, agonie de Marie romancée, agonie du père romancé, agonie de la mère romancée, défloration romancée, accouchement romancé, roman ad infinitum jusqu'à la fin du temps, qui ne disent rien de nouveau, n'ont aucune ambition esthétique, n'apportent aucun changement ni à notre compréhension de l'homme ni à la forme romanesque, se ressemblent l'un l'autre, sont parfaitement consommables le matin, parfaitement jetables le soir. Rien ne me semble donc plus affreux pour l'art que la chute en dehors de son histoire, car c'est la chute dans un chaos où les valeurs esthétiques ne sont plus perceptibles. Fin de citation. Métaspora est un livre dense et multidimensionnel, un genre de grammatologie déridienne, qui exige un effort de lecture et une grande sensibilité aux mots. Ce livre inscrit un constat paradoxal, par contre, celui de notre époque, caractérisé par un développement sans précédent du savoir, allant de pair avec l'effondrement de la culture, devant le flou des multiples dérèglements sociopolitiques, devant les formes de ressentiment qui se systématisent, embrouillant les rapports entre peuple et culture, devant le désenchantement qui habite les tentatives de paix et de dialogue, il y a la lecture. Elle est prescrite par le médecin-poète comme ultime remède à l'ignorance, à la damnation et à l'effondrement du sens même des choses. Merci. Merci infiniment, Mounia. Merci. On va laisser la parole à Sophia, qui va amener un point de vue différent, un point de vue psychologique, va parler de médecine, va parler d'activité épistolaire, va parler de souffrance. Alors, Sophia, je te laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Okay. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Joël Desrosiers de sa très touchante invitation à cette conférence sur Métaspora sous le thème de la littérature contre la barbarie et de faire partie de ce panel, un panel entièrement féminin, entièrement afro-caribéen, en ce temps symbolique du mois de l'histoire des Noirs. Alors, j'aimerais commencer aux origines, et c'est d'ailleurs ainsi que l'essai s'amorce, plongé dans un double mouvement par une dédicace à mes enfants, dont il a manifestement toutes les raisons d'être fier. Donc, un stage avec Wangé Chimoutou,
des études à la Sorbonne, professeur d'économie, nous étions dans la même classe d'ailleurs, et une généalogie en même temps. Donc Blanche Bruno, le général Alix Olivier, qui permettra de remonter le fil de ses origines, de sa famille, dont il nous livre l'histoire avec générosité. La métaspora est entre autres une question de filiation et d'affiliation que l'on retrouve en trame de fond de cet essai. Une question d'actualité à la lumière de la globalisation, de nos multiples déplacements et de nos modes de communication qui ont connu dans les dernières années une transformation radicale. Origine aussi, en lien avec la naissance de l'auteur, une naissance par césarienne, la première de la ville. Ce récit intime et touchant m'a fait associer sur une histoire de la mythologie grecque qui constitue en quelque sorte le socle de l'inconscient collectif. Il s'agit de l'histoire d'Asclépios, dieu de la médecine, dont je me permettrai de vous remémorer l'histoire. Donc, Asclépios était en fait le fils d'Apollon et de Corynis. Et alors que Corynis était enceinte d'Apollon, leur relation devint tumultueuse et, dans une rage folle, Apollon la condamna à être immolée. C'est alors que Corynis était déjà sur le bûcher funéraire qu'il se rendit compte qu'elle portait en son sein son enfant. Il fut alors pris de compassion et procéda à une césarienne en ouvrant le ventre de Corynis pour donner vie à son fils. Ce fils grandira et recevra 2 fioles de la part d'Athéna, dont l'une était un pharmacon qui permettait de redonner la vie aux défunts. Une entrée dans le monde des plus marquantes donc pour ce médecin, pour ces médecins. Un moment charnière à l'aube de la vie, un moment sensible, une expérience humanisante, car ce sont ces expériences sensibles qui confèrent au guérisseur son pouvoir thérapeutique. Et comme nous le rappelle Joël Desrosiers, toute nostalgie est utérine. Si toute nostalgie est utérine, l'auteur nous rappellera également que toute souffrance réclame un récit. Et à mon sens, la thérapie, c'est cela. C'est transformer la souffrance en parole pour parvenir à la métaboliser. Ricoeur, dans les 3 axes de la souffrance, aborde toute la question du sens, où l'autre, donc le psychiatre, ou de manière plus générale, celui qui dirige son attention avec compassion et bienveillance, constitue l'indispensable interlocuteur. Et c'est dans les interactions avec cet autre que pourront émerger les significations. La place du logos au sein de l'espace thérapeutique est indéniable. On se réfère souvent aux vertus cathartiques de la parole. Mais que dire lorsque le traumatisme transcende les capacités discursives et donne lieu à une déchirure? Déchirure que Lacan avait nommée la traumatique, donc traumatique, en lien avec le trou créé par l'effraction de ce qui n'est pas symbolisable sur le plan psychique. Que faire face à l'indicible? La littérature a-t-elle une fonction face à la barbarie? Indéniablement. Comme le mentionne Joël Desrosiers, il y a de nombreux points de rencontre entre poésie et psychiatrie, ne serait-ce que dans l'écart entre le monde et le mot qui comble le délire. Et c'est ce que je fais parfois avec les patients en clinique, notamment les patients psychotiques, auxquels je demande d'écrire. Et cette mise en mots de manière épistolaire permet de ramasser des fragments épars de leur existence. Et ça peut être un processus très salvateur pour ces patients. Donc je me permettrai une toute petite vignette clinique par rapport à une patiente immigrante psychotique et délirante qui se livrait un peu en séance, mais qui, lorsqu'elle le faisait, connaissait des somatisations terribles, des douleurs massives. Et un jour, je me suis permis de lui demander l'amour, qu'est-ce que ça signifie pour vous? J'aimerais que vous me l'écriviez pour notre prochaine rencontre. Alors, la rencontre subséquente, elle est venue, elle a écrit 2 phrases, deux phrases comme ça, et pas plus. Alors, on a fait donc un travail thérapeutique où je lui demandais progressivement de revenir par rapport à ce qu'elle avait écrit. Et au fil du temps, certaines choses se sont consolidées et elle avait de moins en moins de somatisation, beaucoup moins de délire, et les choses se sont graduellement liées. Voilà.
par rapport au traumatisme qu'elle a connu. Voilà. Donc, psychotique ou pas, ou moins, l'homme éprouve le besoin impérieux de faire sens du chaos et de retrouver une cohérence à sa propre histoire, et c'est ce que permet le récit narratif. J'aimerais aborder l'écriture aussi sous une autre forme, celle de l'engagement social du clinicien, qui est lorsqu'un psychiatre ou un psychologue effectue un travail de retranscription par rapport à la souffrance des errants en situation précaire, comme par exemple les réfugiés ou les demandeurs d'asile qui ont connu la barbarie. Donc ces écrits, en plus de faire du guérisseur un témoin de la situation de vulnérabilité de ces errants, a également une fonction politique face à une situation d'oppression, d'hégémonie économique ou de violence structurelle. Ainsi, la littérature est un médium des plus puissants, un adjuvant au processus thérapeutique. Donc, pour conclure, j'aimerais remercier infiniment Joël Desrosiers pour cet essai fabuleux que j'ai lu et relu avec un plaisir toujours renouvelé. Métaspora est un essai qui nourrit la pensée, un véritable supplément d'âme pour les êtres métasporiques que nous sommes. Merci infiniment, Sophia. On laisse la parole à Stéphane. Bien. Je vous remercie vraiment. Je remercie d'abord Joël Desrosiers, évidemment, pour son invitation et Dominique qui anime très bien cette soirée. Je suis très reconnaissante aussi d'être en présence de mes copanélistes, vraiment, qui m'amènent sur d'autres pistes. Et puis, je vais commencer un petit peu ma réflexion sur Métaspora, mais auparavant, j'aurais aimé dire quelque chose d'un peu plus peut-être explicite, qui n'apparaît pas de manière très claire dans ma réflexion. C'est qu'il me semble par rapport au thème de la soirée littérature et barbarie, qui me semble d'une urgence évidente, je crois qu'il faut quand même être très prudent par rapport aux sociétés qui ne donnent à occuper à l'autre et à ces autres personnellement que la place de la barbarie. La place et l'image de la barbarie. Je crois qu'il est difficile d'enlever la dignité tant de l'origine que celle de l'étranger. Alors, cela crée des marges. Voilà. C'est une petite réflexion. Donc, Métaspora, placée sous l'égide de la reconfiguration conceptuelle de la migrance et de la dissémination des peuples. Méta, comme on l'a déjà dit, mais c'est la petite définition que je retiens, pour indiquer à la fois un au-delà, la négociation de territoire et un pas de plus dans l'abstraction. Ce sont ces trois définitions que je vais retenir. Spora, pour dire la semence, l'espérance et la dissémination, et cette perversion digitale de la nostalgie. J'ai remarqué en vous écoutant sur le caractère digital de cette perversion qu'on avait à la fois une métaphore technique, mais en même temps végétale. Sur cet essai foisonnant, fragmenté, je vais vous proposer ce soir quelques parcours, mes propres fragments, qui traverseront les trois parties du livre. La première esthétique et littéraire, la seconde plus dialogale et la troisième proposant des modes de fabrication. Et à travers ces moments, il me semble qu'il s'agit en effet d'un regard sur ceux qui deviennent les cosmopolites de leur propre culture. Et ça, c'est une citation. Je veux en même temps résister un peu, comme vous le verrez, à la séduction de ce modèle convaincant et me placer un peu en retrait, dans un angle curieux, un pas derrière l'œuvre, qui me permet un double regard, d'en apercevoir à la fois le résultat et la mécanique, tout en maintenant un certain flou sur d'autres aspects, une certaine indécision assumée dans l'interprétation, autrement dit, une certaine et porteuse ambiguïté. Je penserai donc par à-coups, par morceaux, écartant les plis du texte pour mieux apercevoir son propos et me frayer une lecture. D'abord, je parlerai de la généalogie et de la dissémination. Métaspora m'apparaît comme un effort pour lire quelque chose à travers les œuvres des autres, les transmuter afin de les lire dans la continuité d'une généalogie personnelle, élaborée sous forme de fragments, de semences éparpillées dans l'espace, de ces semences ou éclats prismatiques, faits d'artistes très divers aux identités multiples, Ongeshimutu, Saint-Jean Perse, Ulysse, Jean de Miller, Wyclef Jean.
L'arbre qui est érigé n'a pas la consistance du tronc unique, mais se généalogise de dissémination, de diffraction incomplète et contrastée, comme pour dire à travers les œuvres lues sa propre cohérence. Si généalogie il y a, elle est celle du spore. C'est celle qui possède une origine certaine, mais qui depuis s'envole et se répand vers des reproductions et des destinations lointaines et surtout incertaines. Il me semble qu'il s'agit avant tout pour Joël Desrosiers de se créer une fiction fondatrice, un mythe personnel soigneusement tissé depuis la belle élégie sur la photographie de l'aïeul et repris en contrepoint tout le long de l'ouvrage à travers les parcours des autres, prétexte à sa réflexion, mais surtout rappel plus ou moins indirect de cette fiction, seule capable de fonder l'écriture et la lecture. C'est sans doute en ce sens que les patries sont intimes, car c'est vers l'intime qu'elles sont sans cesse rapatriées, rapportées vers une singulière et nécessaire édification. Dans cette tension entre généalogie et dissémination, quelque chose cependant s'éparpille et se disperse. Comme le spore, il s'éloigne dans ses formes et dans les ailleurs lointains, tout en gardant dans les variations possibles la trace génétique inaltérée des origines, autrement dit un fragment du végétal dont il provient et dans lequel l'origine reste inscrite malgré le mouvement et malgré les variations. Posture, poétique et critique. L'essai se construit donc à partir d'une élégie, l'élégie fondamentale de l'aïeul et général Alix Olivier, photographiée en France après la mort en couche de sa femme, qui installe le sujet critique et poétique dans son propos. Alors, comme je l'apercevais auparavant dans la lecture que j'avais faite de son recueil caïque, c'est une mouvance qui s'installe, à laquelle le sujet consent parce que c'est de ce mouvement qu'il est fait. Et c'est ce mouvement qui lui permet de cosmopolitiser son identité originaire. Ainsi, elle devient, entre essais lecture et essais plus lyriques où se tient une écriture, elle devient mouvance entre une posture poétique et une autre critique dont l'objectif est le même, celui de consolider et de faire fructifier cette fondation essentielle pour le poète, car elle donne force et sens à sa voix. Elle lui permet d'échapper au jeu spéculaire des lectures identitaires ou postcoloniales et de se suffire en un sens à elle-même. À mon avis, c'est la posture poétique ou la critique, quand elle est pénétrée de cette posture poétique, qu'elle s'y réfère, comme quand les personnages du mythe de l'origine investissent son argumentaire. Quand elle fragilise donc de la posture poétique, c'est dans cette posture qu'elle tient le mieux ses promesses. Invention de soi, dispositif du critique, disposition du sujet poétique. Pharmacon et férocité de la lecture. La tension entre critique et texte littéraire est ainsi maintenue dans tout l'essai. Cependant, dans ce parcours sporadique, il s'agit, me semble-t-il, de travail profondément littéraire des œuvres, pour voir ce qui s'y trame et s'y construit, qui pourrait mettre à jour des modalités d'être dans le diasporique, dans le travail non seulement temporel de la généalogie, mais au moins tout autant dans celui qui mobilise l'espace et en remarque les discontinuités. La férocité de la lecture réside sans doute dans ce rapatriement des œuvres vers la mémoire de l'origine ou en plongée vers la possibilité de l'œuvre à venir, vers plusieurs formes de pérennité. Le poème en amont et en aval devient alors véritable pharmacon, à la fois remède et, me semble-t-il, poison. Le pharmacon est aussi ce geste de scalpel du poète, qui lie infiniment pour Joël Desrosiers la littérature et la médecine, tant dans la possibilité de guérir que dans sa faillite, comme dans le cas de François Duvalier. Métis et monstre, silence du féminin, voix audible, voix éteinte. Cependant, cette généalogie, même celle des égarés, ne procède que par élagage, ne s'exécute qu'en s'appuyant sur les monstres dont elle se défait. On n'est donc pas surprise de voir apparaître aussi dans ces pages la figure inquiétante du zombie, sauf qu'ici, c'est d'une zombie qu'il s'agit, femme poussiéreuse et muette, avec la peau recouverte de cendres, qui vient nous rappeler ce silence qui surgit de temps à autre dans la cohérence de l'essai. Elle porte en écho toutes ces voix manquantes ou qui ne sont remarquées que par leur silence ou leur disparition. Blanche Bruno morte en couche, la mère dans le roman Corps mêlé de Gary Victor, Marvin Victor, et au corps retourné par l'enfantement, les femmes monstrueuses de Wangechi Mutu, la voix silencieuse et infiniment manquante de Lauryn Hill face au bavardage.
Plus encore, me semble-t-il, la voix de Marine Diaye ou la calypso me semble advenir que pour mieux marquer cette place muette, ce refus du désir, ce défaut de présence, qui participe sans doute, telle une face cachée de cette fondation de l'écriture. Ce silence, Joël Desrosiers fait bien de le remarquer. Comme si la généalogie ne pouvait être suffisamment défaite pour ne pas enfanter ces voix muettes du féminin. Comme si le nom des pères appelait ces corps transmutés, ces chimères, ces corps étymologiquement métis et monstrueux. Donc, cette inquiétante mutité. Comme la zombie sans origine et sans destination. Cette figure plus fugace de l'essai, je veux pourtant l'apercevoir, l'envisager comme son irrésolu et comme son spectre, sans doute dans la crainte que la zombie ne vienne à mon tour me hanter. Au cœur de... Alors, dernier mouvement. Maintenir et se défaire du lien. Au cœur même de cette tension entre se rappeler, se construire de cette mémoire et faire face au froissement, et je cite, froissement interminable du silence, quand on arrive à s'affranchir de l'histoire, à supporter d'être son propre point de départ. Tel est peut-être dans sa lignée perdue et retrouvée le vrai travail de cet essai de Joël Desrosiers sur la métaspora. Dans une ultime mise en abîme, c'est en effet l'essai lui-même qui est hanté par ses origines, leur disparition et les traces imprévisibles de leur réinvestissement dans des œuvres profondément créoles ou profondément compromises, dont il fait bien de rappeler la nécessaire impureté. Somme toute, l'urgence de cette race retrouvée comme de cette cohérence dépistée dans les lectures en abîme, de ces infimes traces dispersées par le vent, l'urgence de ce travail qui ne peut s'exécuter que de son propre objet, pour fonder une écriture poétique, apparaît finalement très tôt dans ce livre. Ce travail apparaît très simplement dans ces premiers mots pour lesquels comptent les arbres, comptent les liens et les traces, et la liberté qu'il y a à les semer. Une simple adresse à mes enfants. Merci infiniment, Stéphane Martelly. Merci beaucoup. On va commencer la portion sur la table ronde, sur la discussion, sur les débats. J'ai envie de lancer le débat. On a vu les photos depuis le début, la présentation de la soirée. On a vu des photos défiler de la part de plusieurs artistes. Et à travers le livre Métaspora, il y a plusieurs artistes qui sont évoqués, qui ont tous en commun, je pense, l'importance qu'ils accordent dans leur processus de création de la douleur, de la souffrance. On a parlé beaucoup de Wangari-Mutu. Dans le livre, on parle de Basquiat, on parle de Frida Kahlo, pour qui la souffrance ou la douleur peut être considérée presque comme un combustible à la création. Alors, je ne sais pas, Joël, je ne sais pas si tu veux participer tranquillement là-dessus. D'abord, c'est dire mon émotion par rapport aux 3 interventions que je viens d'entendre. Celle de Mounia Benalil, celle de Sofia Koukouï et Stéphane Martelly. Chacune, vous avez pris le livre à bras-le-corps, avec des points de vue qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup enrichi dans ma propre démarche, puisque fort souvent, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est un peu ce sentiment que j'ai quand je viens d'entendre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites très importantes. Ce sont des textes qu'il faudrait sans doute relire pour en tirer toute la substantifique moelle. La question de la souffrance comme combustible, également comme aussi intériorité. Je crois que dans ce que Mounia Benalil a dit, à savoir comment aujourd'hui ce qui se met en question, c'est pas seulement la souffrance des sujets, mais c'est la souffrance des civilisations, avec un effondrement de la culture. Jamais le savoir n'a été si vaste et jamais non plus la culture n'a été aussi vulnérable, aussi précaire. Et je me permets de souligner ce propos qui m'apparaît être un leitmotiv important dans les temps difficiles que nous vivons. Parce que cette question de la souffrance, Sofia Koukouï, vous l'avez évoquée avec beaucoup de tact, merci beaucoup, en évoquant cette vignette clinique.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais souhaité mettre une vignette clinique dans un chapitre en hommage à Frantz Fanon, qui, dans Les damnés de la terre, a consacré le fameux chapitre 13 à des vignettes cliniques où il évoque les soins qu'il avait apportés aux victimes des traumatismes, des tortures, et également aux bourreaux, victimes des exactions qu'ils avaient commises, et également à leurs familles. Donc Fanon soignait à la fois les victimes, les bourreaux et leurs familles. Et ce fameux chapitre dans un essai politique avait une force politique également. Et c'est un chapitre clinique, un chapitre psychiatrique qui m'avait, parce que je suis fanonien depuis l'enfance, devrais-je dire, Fanon a été pour moi un maître à penser, un modèle. Et donc je me suis dit, j'ai beaucoup de patients victimes de traumatismes, égarés, perdus, et qui présentent des organisations massives. Et donc, leur histoire, quand ces histoires se cristallisent, pouvait donner au livre une légitimité et le rendre à ce qu'il m'avait donné. Alors, j'ai hésité et j'ai enlevé ce chapitre. À tort sans doute, mais bon, ça se reprendra sans doute plus tard. Mais j'ai été touché par cette illustration dont vous avez parlé. Et la souffrance et la menace de la zombification, cher Stéphane Martelly, vous avez été extrêmement perspicace. Parce que ce livre, je l'ai écrit comme un souvenir écran. Il commence par un souvenir d'enfance, il finit par un souvenir d'enfance. Et je vous remercie de l'avoir noté. Parce que c'est un peu cela. Ce sont une suite à la fois d'événements personnels, mais il fallait que ça soit ancré pour pouvoir parler de littérature. Il faut que ça soit incarné. Autrement, ce sont des théories un peu comme Kundera que vous avez lu avec beaucoup de justesse. Sinon, c'est à côté de l'art. Je remercie beaucoup d'avoir noté cette construction. Elle se voulait ainsi. Voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces femmes muettes et monstrueuses, un peu à la manière de Rangeshimoto. Voilà. Mounia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la souffrance, sur le rapport? C'est une petite réflexion, question à Joël Desrosiers par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'il a beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent, les traumatisés, leurs familles, etc. Mais dans le sillage de ce que je viens de dire et aussi dans mes travaux de recherche, quand on pense actuellement, par exemple, à ce qui se fait en Europe par rapport au développement de certains programmes de déradicalisation des jeunes qui épousent au djihad, etc. Donc qui représentent une certaine forme de barbarie. Devrait-on avoir ce genre aussi de compassion pour ces gens-là qui peuvent récidiver aussi, qui sont en fait, où se situer par rapport à la compassion, où se situer quand la menace est grande? Oui. Je sais pas si oui, c'est que ce qui me vient à l'esprit, c'est que les barbares n'étaient pas si barbares. C'est la définition de la barbarie, c'est souvent celle de l'autre. Vous savez que Menahem Begin a fini par avoir un prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre israélien, alors que c'était l'un des fondateurs de la Irgun, d'un groupe terroriste qui avait assassiné des soldats anglais. Le terrorisme, la barbarie, si je veux bien faire un petit rappel historique, ce que je m'en rappelle, de barbares, je connais les Wisigoths, les Francs, ils portaient des noms barbares déjà, Ostrogoths et autres. Bon. Et pourtant, cette période de la construction de l'Europe, elle est essentielle.
elle est fondée par ces barbares qui ont également fondé des royaumes barbares d'Orient. C'est-à-dire que cette construction de l'Europe entre le IVe et le 7e siècle, par les barbares, l'effondrement de l'Empire romain, ne fut pas uniquement une période sombre. Ces barbares ont tout fait en réalité pour être romains, d'une certaine façon. Ils faisaient frapper leur monnaie en mettant autour des inscriptions en latin. Et en étant fiers d'être prima des Gaules. Bon, alors on voit que la barbarie est dans ce paradoxe-là, d'être dans un rapport à la fois de construction, de déconstruction, oui, de destruction, bien sûr. Mais ils ne furent pas seulement des guerriers qui décapitaient, qui buvaient du vin dans le crâne de leurs ennemis, se servant des crânes comme récipient. C'est pas seulement ça, c'est aussi cette fondation civilisationnelle. Alors, quand j'entends aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, c'est pour ça que j'étais pas trop fâché d'entendre Stéphane Martelly, votre façon vos réserves par rapport à la barbarie, c'est de savoir que nous sommes bien dedans aujourd'hui. Les jeunes nés en France, nés au Danemark, nés dans les banlieues françaises, qui vont au djihad, sont-ils des barbares? Ou sont-ils des jeunes souffrants d'exclusion, de marginalisation, dans ce que leur présence pose comme question à l'Europe? Dans quelle mesure serez-vous capable, l'Europe est-elle capable de s'humaniser au contact intime avec des populations dont les origines sont diverses? Il faut savoir que l'Europe connaît très bien le monde arabe. Il y a pas une confrontation, mais 4 siècles de présence arabe en Espagne, les croisades, l'orientalisme, les royaumes normands d'Orient. Il y a une véritable compénétration depuis des siècles. Et donc ce choc de civilisation-là m'apparaît sur la longue durée, quelque chose d'un épiphénomène dont il va falloir prendre un recul et éviter de tomber dans cet aspect des choses, d'une part. En ce qui concerne ces jeunes, il y a effectivement des programmes de déradicalisation lorsqu'ils reviennent du djihad pour tenter de les... Et ces programmes fonctionnent en Danemark. Ils ont eu sur de nombreux jeunes qui sont allés, parce que, pour une raison que j'ignore, le Danemark est l'un des pays qui produit le plus de djihadistes. Oui, allez savoir pourquoi. Drôle de paradoxe. Je veux dire, c'est quoi le rapport du... Et pourtant, on a retrouvé dans tout le Maghreb des artefacts des Vikings. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Des porcelaines, des clés, machin, etc. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas seulement une Europe méditerranéenne, elle fut aussi une Europe nordique qui est allée jusqu'au Maghreb, jusqu'au Moyen-Orient, etc. Donc ces programmes-là ont permis effectivement de déradicaliser des jeunes qui avaient en eux cette souffrance, cette angoisse identitaire. Je peux vous dire, ça je peux le dire ici à Montréal, je soigne une jeune femme maghrébine dont le frère est un djihadiste, ici à Montréal, né au Québec. C'est pas seulement au Danemark que ça se passe ici, dans Villeray. J'en dirai pas plus pour des raisons de confidentialité. Toutefois,
il faut savoir que ces questions-là se posent tous les jours dans nos pratiques. Hein. C'est pas quelque chose qui nous parvient comme ça d'ailleurs, et puis de France, de Charlie ou d'autres choses. Ici même. Et donc, nous avons comme responsabilité sociale et politique, et puis de responsabilité éthique également, à entendre ces souffrances et à ne pas tomber dans des exclusivismes et des angoisses identitaires, des exacerbations de sécurisation, etc. Je crois qu'il y a une connaissance profonde du monde arabe que l'Occident possède et qu'il n'y a pas là à devenir tout d'un coup des étrangers que nous ne sommes pas. Et je parlais aussi de la présence de l'Orient aux Antilles. C'est un des chants de Mounia Benalil, un chant d'études tout à fait fascinant. Comment, par exemple, les Syro-Libanais, dans la communauté, se sont diasporisés et métasporisés dans toutes les Antilles, dans les Caraïbes, de Saint-Domingue, de Haïti, jusqu'aux Antilles françaises, à la Martinique et à la Guadeloupe, créant d'ailleurs la grande dispersion, le succès d'une musique urbaine aux Antilles qui s'appelle le zouk, et beaucoup d'entre vous dansent le zouk ici, je crois, pas seulement le compas, et beaucoup de ce succès vient d'un homme d'affaires, d'un producteur arabe, libanais. Libanais. Et donc, il y a une présence très forte sur le plan culturel. En Haïti même, Franz Walter a fait un très beau film sur un musicien d'origine libanaise également, El Sayé, qui était un grand musicien de jazz et de jazz caraïbe, et qui était d'origine libanaise. Et donc, nous avons une véritable proximité qui me rend personnellement extrêmement sensible à toute cette violence et à être extrêmement prudent dans cette barbarisation qui n'est pas la mienne. Voilà. Merci. Oui, il y a une question. Ouais, ben on va commencer la période de questions. Vous avez un micro pied. Merci. Je peux y aller? Allez-y. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui. Zab Mabungu, merci de vos exposés respectifs. Zab Mabungu. Je n'ai pas lu Métaspora, même si Joël m'avait recommandé, si tu peux le lire. Je ne l'ai pas lu. Donc je suis arrivée avec l'idée d'en entendre parler, bien entendu, et c'est ce qui s'est passé. Ceci dit, en vous écoutant, c'est intéressant. La dernière intervention parle de tenter de nuancer un petit peu le terme barbare. Cela m'apparaît vraiment absolument, fondamentalement même nécessaire. Il me semble qu'on a un petit peu versé dans le dualisme entre barbarie et civilisation, et sans tenter de faire l'effort de définir même ce que pourrait être barbare, qui est un mot qui d'ailleurs vient à l'origine, son étymologie se rapporte au grec que vous avez célébré dans vos exposés, berbère, c'est le mot berbère qui est devenu barbare, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que les barbares? On ne peut pas verser actuellement dans ce qui se passe avec les médias, dans cette représentation dualiste facile qui dit il y a nous et les barbares, ceux qui sont à l'extérieur, et puis nous, c'est bien trop simple. Premièrement. Deuxièmement, encore là, je suppose, avec ce que j'ai entendu sur l'exposé de Métaspora, que l'on parle beaucoup d'espérance, oui, de volonté de s'émanciper des origines, certainement, d'origines problématiques. On parle d'émancipation, de s'émanciper de l'histoire, certainement, mais il n'en demeure pas moins que les origines restent importantes, si je comprends bien les origines sont importantes. Qu'est-ce qu'on en fait des origines? Est-ce qu'elles s'évaporent dans une volonté de reconstruction imaginaire qui va dans la métaspora, ou est-ce que, au contraire,
elle demeure en fait très importante. Le pays demeure important, l'environnement demeure important, l'ancrage demeure important, le corps demeure important. On parle de « j'ai vu la danse ». Eh bien, ces Noirs de la diaspora, lorsqu'ils ont été transportés de force, qui se sont trouvés effectivement dénués de repères, en tout cas de repères qui semblent très très nettement plus marqués si on se rapporte à la diaspora juive, parce qu'on parle de Torah, on parle de Jérusalem, d'une capitale, mais ces Noirs avaient les rythmes, ils avaient des danses, ils avaient des textes. Et ces textes-là, ils les ont reproduits, transformés, les ont fait évoluer. Donc, cette diaspora problématique, cette diaspora noire, néanmoins, s'est constituée elle-même aussi, certainement un imaginaire, certainement une mythologie, mais des pratiques qui se rapportent au corps et à la capacité de ce corps de se reproduire et de se transmettre dans l'histoire. Donc, le corps m'a semblé assez absent, alors qu'il est important, vous êtes des traitants, vous traitez les gens. Et le corps est fondamental. Et donc, que fait-on de ce corps-là dans la métaspora? Allez-y. Je vais essayer de vous répondre en partie. En fait, vous me faites penser, avec votre intervention très pertinente sur le corps, à un chercheur que je voulais citer depuis tout à l'heure, qui est Laënnec Urbon, qui a justement traité de cette question du barbare et de l'imaginaire du barbare qui est construit justement dans un processus et une volonté de domination. Alors, il parlait vraiment de la figure du barbare dans le contexte caribéen, tout en faisant l'histoire. Ce même chercheur a écrit quelque chose qui m'a semblé très pertinent par rapport au corps, justement, quand il parlait de cette mémoire du corps par lequel s'expriment toutes les danses afro-caribéennes qui ont constitué un peu la base de la reconstruction identitaire après le choc de la traite pour les populations déplacées de l'Afrique. Et donc, qui a décrit ce corps comme un véritable lieu de mémoire. Non seulement un lieu où la mémoire pouvait persister, où la trace du mouvement était finalement la seule qui pouvait permettre une communication profonde avec le passé et puis avec ses origines, justement, qui étaient déniées. Mais en plus que le corps, à travers notamment l'élaboration du vaudou, devenait le lieu de la création d'une nouvelle mémoire, de la création d'une nouvelle culture. Et donc, votre intervention me fait beaucoup penser à cela. Il est vrai que votre question demeure pertinente par rapport à la métaspora. Maintenant, que fera-t-on du corps quand cette spore qui se répand et puis qui se reproduit, que fera-t-on du corps? Et c'est peut-être là un peu que ça rejoint mon intervention sur le féminin. Je voudrais entendre vos réponses aussi. En fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'était beaucoup plus cette dimension de la zombification, de la présence du zombie dans les dernières pages de Métaspora, où Desrosiers, il évoque cette figure-là, et moi, elle m'a interpellée parce que le barbare ou le sauvage ou le fou d'Allah, le kamikaze, son corps n'est plus important, il se sacrifie au nom d'un certain ordre divin, métaphysique. Et donc, il y a une évacuation de la substance corporelle au nom d'une élévation psychique. Alors, le corps dans la métaspora, ça dépend de l'angle de nos analyses. Donc, je ne sais pas, il y a le corps zombie qui se sacrifie, le zombie dans le vaudou. Donc, je ne sais pas, dans ce sens-là. C'est très difficile à saisir la question. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Merci. Là, je pense qu'on a une question ici. Si tu permets. Allez-y, je vous en prie. Métaspora, dans la communauté haïtienne, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on utilise le terme diaspora pour qualifier l'ensemble de l'immigration. Qu'aujourd'hui, on revienne sur ce terme, sur cette réalité, j'applaudis. Par contre, métaspora, pour qualifier ce que dans d'autres disciplines on a appelé communauté transnationale ou d'autres termes, j'ai beaucoup plus de difficultés. Je reprends l'intervention de Stéphane Martelly. L'extrême prudence sur cette question de barbarie aujourd'hui.
Je pense que cet équivoque dans ce terme fait que je n'utiliserai pas dans ce sens. Mais la réflexion sur la diaspora, elle est bienvenue et nécessaire, et pour ça, bravo. Merci. Merci infiniment. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? On est prêt à vous écouter. Oui, madame, ici. Je vais déplacer complètement la conversation en vous posant une question plus générale sur un auteur que vous avez beaucoup lu. J'ai lu Métaspora quand il est sorti, alors ça fait déjà un bon bout de temps, mais si je me rappelle bien, vous avez parlé de Saint John Perse et de votre lecture presque quotidienne de cet auteur. Alors j'aimerais savoir, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais très proche des Antilles françaises et j'ai découvert Saint John Perse dans sa ville natale. Alors j'aimerais que vous... J'ai eu une période où je lisais beaucoup, alors c'est simplement, je voudrais connaître la place qu'il occupe parmi les auteurs qui vous ont nourri. Je vous remercie de votre question, parce qu'elle provoque en moi tout de suite de la joie. C'est sa passion, Saint John Perse. Voilà. Il peut en parler pendant 24 heures. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Pourquoi? Parce que Saint John Perse a été, pour moi, un poète lu, relu, mais ça a été surtout, essentiellement, un poète dont l'œuvre m'a guidé dans ma fiction poétique. Qu'est-ce que c'est qu'un poète? Voilà. Qu'est-ce que c'est que habiter le monde en poète, comme dit... Je voulais simplement mentionner que, si, à ma connaissance, Saint John Perse n'est jamais retourné en Guadeloupe. Voilà. Et alors, c'est cela dans qui... sa vie qui m'a interpellé. Tout à fait. Alors, je me suis beaucoup identifié à Saint John Perse parce que pendant de très nombreuses années, je n'ai pas pu retourner en Haïti. Je suis allé dans la famille de Saint John Perse, au Matouba, je suis allé à Bois-Debout. J'ai véritablement... je me suis emparé complètement du personnage. Je l'ai lu et son rapport complexe aux Antilles m'a beaucoup inspiré. J'ai davantage lu Perse que j'ai lu Césaire, vous voyez, que j'ai lu Glissant. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai connu la famille. Hein, ça a été quelque chose. Donc, j'ai eu accès à quelque chose de précieux. J'ai eu accès au premier poème de Perse écrit enfant. J'ai eu accès aux archives. Je parlais tout à l'heure des archives d'Héridienne. J'ai feuilleté un cahier où Perse écrivait un lexique créole et sa traduction française, divisée en deux. Donc, la genèse de l'écrivain, du jeune, il avait 10 ans quand il faisait ça. Il écrivait des mots en créole et leur traduction française à côté. J'ai eu accès à son premier poème qui s'appelle « Désir de créole », qui est très beau, qui est magnifique comme titre aussi, au sujet du décès de sa sœur. Et donc, pourquoi Perse a une telle importance? C'est d'abord cela. Également, Perse m'a permis d'avoir accès à ce que j'appelle le mystère des lettres, le mystère de la littérature, le rapport particulier de Perse aux mots, un savoir mystique finalement, son rapport aux religions hindoues. Hein. Perse avait été enfant, un peu comme par rapport au vaudou finalement, enfant amené par les domestiques de la plantation dans les cérémonies indiennes, ce que les Guadeloupéens appellent les dieux indiens, hein, quelque chose comme ça. Alors, ce rapport à Perse, jusqu'à très récemment, je suis tombé sur les lettres que Perse écrivait à Gulbenkian. Alors, Gulbenkian était... Je vous dis ma dernière lecture, hein. Comme ça, on va y être. Gulbenkian était un homme d'affaires arménien, d'origine arménienne,
et qui était mécène pour Saint John Perse, qui vivait dans le dénuement le plus complet en réalité, lorsque il avait perdu son poste de poète officiel à la Library of Congress à Washington. Il avait eu un poste, et pour des raisons diverses, il avait perdu ce poste. Et les lettres expriment, et Gulbenkian était millionnaire, un homme d'affaires très cultivé, et ils se sont échangés des lettres pendant de nombreuses années, en échange de quoi Perse recevait une pension, je crois, de Gulbenkian, et Perse lui renvoyait des analyses politiques. La perspicacité, la précision, le raffinement du jugement politique de Saint John Perse, qui a été, comme vous le savez, premier secrétaire au ministère des Affaires étrangères, qui a négocié Munich, etc., qui était en Asie, qui a été diplomate, etc., qui était l'ennemi de Charles de Gaulle. La justesse du jugement prophétique de Saint John Perse sur les temps que nous vivons aujourd'hui est d'une acuité exceptionnelle. Et donc, ce n'est pas seulement un poète dont j'ai lu les poèmes, c'est quelqu'un qui m'a appris à vivre. Voilà, il m'a appris à vivre. Ensuite, son rapport à la science. La dimension de Perse, cette dimension-là, son rapport à l'étymologie, à la science, à l'ethnologie, à l'ornithologie, aux sciences minérales, c'était un rapport où il a dit quelque part la science, c'est la poésie des faits. Hein, c'est la poésie des faits. Et donc, j'ai beaucoup lu, je lis toujours, très récemment, ces lettres viennent de paraître en 2013, je crois. Tous les jours, il y a des choses qui apparaissent sur le mystère de ce personnage, qui a dit, dans une lettre que je pense avoir citée dans Métaspora, il écrit à Gulbenkian qui est malade, et Saint John Perse se prend pour un médecin et lui envoie des tas de recettes et d'ordonnances médicales. Carrément, Saint John Perse envoie des ordonnances médicales, on lui dit prends ceci, prends tel médicament, je prends ceci, prends aussi cela, etc. Et entre des hommes vieillissants, c'est extrêmement touchant et émouvant de voir. Et qu'est-ce que je disais que finalement, cet homme-là, dans son rapport particulier avec les Antilles, c'est-à-dire son départ, il écrit à Gulbenkian dans une lettre avant sa mort pour lui dire « Je ne me suis jamais remis d'avoir quitté la Guadeloupe. » Vous savez, il y a beaucoup de gens ailleurs qui disent que c'est un béquet, c'est-à-dire c'est un blanc créole qui a tourné le dos à la Guadeloupe, etc. Alors que, d'abord, je sais que c'est pas ça, ça ne peut pas être ça, parce qu'Enfance, c'est un chef-d'œuvre, donc il ne peut pas avoir quitté la Guadeloupe, jamais de la vie. Il a écrit à Gulbenkian, je n'ai jamais accepté d'avoir quitté la Guadeloupe, d'avoir quitté mon enfance. Voilà. Donc, merci pour votre commentaire sur Perse. Oui, je vais rebondir sur Perse, en fait, aussi, parce que, en parlant de Perse, justement, d'ailleurs, qui avait peut-être quitté la Guadeloupe pour ne pas être béquet. Ah, c'est intéressant, oui. Bon. Mais une chose que tu dis de Perse qui me semble très intéressante, quand tu parles de son nom de ses derniers poèmes comme individuation en mouvement. Et puis là, je reviens un peu par le biais à cette question du corps et du mouvement, plutôt que d'identité se créant elle-même. Alors, cette idée d'individuation en mouvement m'a semblé encore une fois comme une sorte de mise en abîme de tout ton projet de Métaspora. Et donc, je voudrais en profiter pour te poser la question sur cet usage particulier. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de... C'est de cela que j'ai essayé de traiter dans ma lecture. Cet usage particulier que tu fais de l'essai, qui, à mon avis, est un usage... tu traites l'essai comme un projet poétique. Et donc, il me semble, je ne sais pas si tu l'avais vu comme cela. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, c'est ma lecture. Oui, j'aimerais que tu mettes un ton là-dessus. Merci de le souligner, parce que c'est... Je pense en poète, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'essai, c'est un essai poétique. Je l'ai souhaité comme ça, puis je l'ai abordé avec ce risque-là, c'est-à-dire
Un risque d'une pensée qui n'est pas purement linéaire, avec une argumentation, etc. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, je le dis aussi, c'est pas tellement cela qui m'intéressait. Ça m'intéressait de prendre des risques avec un certain nombre d'écrivains et de parler d'eux comme un poète pourrait parler d'eux. Voilà. Et donc je suis rentré dans leur travail avec toute ma sensibilité de poète. Voilà. Et Perse, c'est ça. C'est aussi cette individuation en mouvement, ce que j'appelle aussi une différenciation du sujet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu énormément de difficultés en France. Beaucoup. On se moquait de son accent créole. On se moquait. D'abord, on l'appelait le nègre, hein, Perse, hein, tout blanc qu'il était. Oui, tout à fait. Et donc, Perse a été jusqu'à la fin de sa vie un créole. Et à la fin de sa vie, dans une dernière lettre, Perse va raconter à Gulbenkian, qui se trouve, Dieu sait où, en Louisiane, dans un musée, et il voit un portrait, c'est celui de Audubon, John James Audubon, comme on dit aux États-Unis, qui est le fondateur de l'environnementalisme américain, qui est l'auteur de Birds, les oiseaux, enfin, qui est un homme considérable, qui est né aux Antilles, qui est né au Caille, qui est né en Haïti. Et donc, Perse va se projeter dans Audubon et va parler de ce grand créole. Et c'est de lui qu'il parle. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que dans cet effet de miroir, quand il tombe sur le portrait d'Audubon, c'est de sa propre... c'est de son propre génie. Il le sait, il le sent, comment il va mourir loin de la Guadeloupe à la fin. Voilà. D'accord. Alors, on arrive tranquillement vers la fin de la présentation. Je sais qu'on avait une question. Le monsieur, on va peut-être prendre une dernière question. Allez-y, monsieur, je vous laisse. La parole est à vous. Oui. Alors, bon. Je voudrais intervenir sur 2 points en particulier. Joël a parlé de la transplantation de l'Africain. Elle associe à l'absence. Moi, je dirais au contraire qu'il y a eu une perpétualisation de l'imaginaire africain. Il n'y a pas eu de Torah, on a connu un personnage comme Macandal, qui était un musulman en plus, pas seulement, qui était un musulman, qui a utilisé sa connaissance de la flore et de la faune. Et il s'est servi de cette connaissance pour tisser des liens, une cohésion parmi les esclaves qui s'étaient enfuis dans la campagne. Et ça a donné Boukman, ça a donné Bois-Caïman, qui a été le premier grand congrès dans les Amériques. Et ça a donné des langues d'Haïti. Alors, il n'y a pas eu l'absence. Le noir, l'Africain, il y a eu une mémoire qui est encore présente. C'est un point. J'aimerais intervenir sur le point de barbarie. Je ne suis pas choqué d'entendre des commentaires, mais je ne sais pas si c'est une question, c'est un commentaire que je vais faire, mais les barbares, encore, les barbares, c'est qui les barbares? Les barbares sont-ils barbares? Vraiment. Et le barbare qui s'inscrit dans la modernité, la barbarie s'inscrivant dans la modernité, ce n'est pas de la barbarie, ce ne serait pas de la barbarie. Décapiter un être, coupable ou non, ou innocent, finir sa vie sur une chaise électrique. Il y a eu des erreurs, bien sûr. Ce serait quoi? C'est quoi la barbarie? Alors, la barbarie, elle vient d'où? Elle se perpétue. Elle est en nous. Dans notre imaginaire également. L'imaginaire barbare.
Est-ce que vous voulez intervenir? Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec cette position. Sur la question de l'absence, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur le même plan. L'absence, généralement, c'est pas un vide, hein, c'est pas un néant, l'absence. Comment je perçois l'absence, elle n'est pas du tout quelque chose de négatif. Non, l'absence, c'est une construction. Je pense qu'elle est nécessaire des fois, cette absence. Elle est même, je crois, je l'ai dit, c'est grâce à cette absence que nous pouvons créer. L'art et la littérature se fondent sur cette construction-là. Hein, voilà. L'absence n'est pas un vide, un arrasement. C'est évident que les captifs déportés aux Antilles ont emmené avec eux leur langue, leur mémoire, leur danse, leur dieu, etc. Et ont dû reconstruire un minimum de repères pour vivre et pour survivre en s'abonnant également à la présence des Amérindiens aux Antilles. Et je me demande même d'ailleurs si la culture antillaise, haïtienne ou des Antilles françaises n'a pas davantage de lien avec les cultures amérindiennes qu'avec les cultures africaines réelles. Il faut se méfier un petit peu de ça. Il suffit d'aller en Afrique une fois dans sa vie pour se rendre compte de la complexité de cette mémoire. Hein. Elle n'est pas du tout donnée comme ça facilement. Hein. Je crois que cette absence, elle n'est pas à entendre, de mon point de vue, comme étant une annihilation. C'est une absence dans une dimension plutôt analytique que réelle, en fait. C'est davantage... c'est le sujet qui tolère cette absence. S'il ne tolère pas cette absence, il est pris avec ce que Sophia Koukoui a bien évoqué comme la psychose. C'est-à-dire qu'il est habité de délire, d'hallucination, il est habité d'un monde imaginaire qui prend une place importante, sans doute justifiée sur le plan de son équilibre pour éviter qu'il soit morcelé complètement, mais c'est bien parce qu'il ne peut pas tolérer l'absence qu'il est confronté à cela. Alors, les cultures haïtiennes, antillaises, elles sont tributaires, à mon avis, d'un socle amérindien dont on ne parle pas suffisamment. Bien évidemment, d'une partie africaine, mais il y a là un problème extrêmement complexe. Alors, voilà qui met fin à la soirée. Je vous remercie infiniment. Je voudrais remercier les panélistes, Stéphane Martelly, Sophia Koukouli et Mounia Benalil. Merci infiniment. Je remercie aussi Joël Desrosiers. Merci pour le livre. Alors, je pense qu'on peut leur donner une petite main d'applaudissement.